Embranchement des nématelminthes. Les nématelminthes, comme vous voyez sur la photo, ce sont des vers grands. Métazoaires, évidemment, triploblastiques, donc 3 feuillets. Pseudocélomates, donc ils ont une fausse cavité. Pourquoi? Parce qu'il est rempli par un liquide périviscéral. Ils ont symétrie bilatérale, donc vous devez avoir à l'esprit qu'à partir des platelminthes, tous les animaux qui viennent après les platelminthes, ils ont une symétrie bilatérale. Évidemment, il y a des exceptions qu'on va voir plus tard, mais généralement, nous avons une symétrie bilatérale à partir des platelminthes. Ils sont non segmentés. Elles peuvent être parasites ou libres. Elles comptent 2 classes, les nématodes et les gordiacées. Donc, comme caractères généraux, donc leur caractère enveloppé par une épaisse cuticule inextensible. Ça veut dire quoi, inextensible? Ça veut dire qu'il ne se tire pas, Donc, par conséquent, si l'animal veut poursuivre sa croissance, il est obligé d'arrêter sa croissance, fabriquer une cuticule beaucoup plus grande, ça veut dire et rejeter l'ancien, c'est ce qu'on appelle la mue, et évidemment va grandir dans la nouvelle. Par conséquent, on dit que ils ont une croissance discontinue par mues successives. L'appareil excréteur est tubulaire ou glandulaire. Donc jusqu'à présent, vous avez observé que l'appareil excréteur était protonéphridie. Là, ils sont devenus tubulaires ou glandulaires comme des tubes. Le système nerveux est constitué d'un anneau nerveux duquel partent les nerfs. On va voir la photo tout à l'heure. Il n'y a ni système respiratoire, ni système circulatoire. Chose que vous devez retenir aussi, les nématelminthes ne présentent aucun phénomène de multiplication asexuée. Donc c'est bien, c'est souligné à retenir. Évidemment, la classification elle est basée sur la morphologie de l'appareil digestif. Donc nous avons 2 classes, classe des nématodes et des gordiacées. On va étudier uniquement la classe des nématodes. On va prendre comme exemple l'ascaris pour étudier cette classe. Donc, l'ascaris est un ver blanc cylindrique effilé aux 2 extrémités comme le montre le schéma. D'accord? Alors, ils sont gonocoriques avec un dimorphisme sexuel accentué. Donc, vous savez ce que ça veut dire gonocorique? Ça veut dire vous avez le mâle et la femelle avec un dimorphisme sexuel accentué. Qu'est-ce que ça veut dire dimorphisme? Ça veut dire une différence de forme entre le mâle et la femelle. Comme vous pouvez le constater, la femelle, elle peut aller jusqu'à 30 cm. Par contre, le mâle, il ne dépasse pas 20 cm. Évidemment, vous constatez aussi que la femelle, ici, regardez le schéma, elle présente un anus postérieur et sa partie caudale, elle est rectiligne. Mais par contre, regardez le mâle, sa partie caudale, il est enroulé. Donc, on va voir le mâle. Le mâle a son extrémité postérieure enroulée et porte un orifice cloacal où l'on trouve des spicules sexuels copulateurs. Donc, si vous regardez l'ascaris à l'œil nu, vous pouvez faire la différence entre le mâle et la femelle rien qu'à partir de la taille. Et si vous avez des doutes, vous pouvez faire la comparaison en regardant la partie caudale qui est incurvée chez le mâle, rectiligne chez la femelle. La bouche, comme vous voyez ici, elle possède 3 lèvres. On va voir le schéma plus agrandi. Donc, vous avez 3 lèvres et là, vous avez la bouche. Le tégument, donc on avait dit que l'épiderme était recouvert par une cuticule épaisse, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc ce qui impose évidemment une croissance discontinue par mue. Cette épaisse, évidemment, comme c'est un parasite qui vit à l'intérieur, elle est obligée d'avoir une cuticule assez épaisse pour le protéger des sucs digestifs. Bien sûr imperméable, résistante à la forte pression interne et limitant les pertes par évaporation. Le mésoderme est représenté par des cellules myoépithéliales, comme vous le voyez sur le schéma. Le système nerveux maintenant est composé d'un collier périosovagien. Donc vous savez que ça veut dire collier. Périosovagien, ça veut dire qu'il entoure l'œsophage.
Évidemment, il est prolongé par des cordons nerveux, comme vous le voyez, et ces cordons nerveux, ils se trouvent dans des épaississements épidermiques. Le système excréteur, comme vous le voyez, on n'a plus de protonéphridie, donc vous voyez sous forme tubulaire. Le système excréteur de l'ascaris se compose de 2 canaux longitudinaux. Donc là, vous avez une vue ventrale et là, c'est une vue latérale. Dans les épaississements, bien sûr, épidermiques, évidemment, le pore excréteur, il est là, se situe juste en arrière de la bouche. Donc la bouche, il est situé au fond des 3 lèvres. Arrière, vous avez le pore excréteur. Le tube digestif, donc vous le voyez bien, il est droit, d'accord? Donc le tube digestif, il est ouvert aux 2 extrémités. Donc vous devez vous rappeler que là, il y a un tube digestif complet parce qu'il a une ouverture au niveau buccal et l'autre au niveau anal. La bouche est entourée de 3 lèvres, on l'avait déjà dit tout à l'heure, donc vous avez la bouche ici. L'œsophage musculeux à parois épaisses. Évidemment, elle se poursuit par un intestin droit, c'est ce que vous voyez en jaune, et l'intestin se continue par un rectum et puis l'anus. Évidemment, il va y avoir une différence, comme tout à l'heure, chez la femelle et le mâle. Chez la femelle, l'appareil digestif se termine par un anus. Par contre, chez le mâle, il débouche dans un cloaque où l'on trouve les spicules copulateurs. Vous avez vu le schéma tout à l'heure. L'appareil génital femelle maintenant, donc formé de 2 ovaires tubulaires, donc 2 ovaires, voilà les ovaires, ils sont tubulaires, 2 oviducts, un vagin musculeux qui s'ouvre au niveau d'un gonopore. Donc si on veut voir le schéma autrement, donc vous avez ici la dissection, le schéma de la dissection de l'ascaris. Donc vous voyez le vagin, vous voyez l'utérus, vous voyez l'oviducte ainsi que l'ovaire qui est tubulaire. Chez le mâle, nous avons un seul testicule évidemment tubulaire qui se continue, s'élargit en spermiducte, vésicule séminale et qui aboutit au cloaque. Donc on prend un testicule tubulaire, spermiducte, vésicule séminale et des spicules copulateurs. Donc la dissection, le dessin d'une dissection montre bien la localisation de l'appareil mâle, comme vous pouvez le constater. Concernant la reproduction maintenant, donc vous savez très bien que les nématodes ne présentent aucun phénomène de multiplication asexuée. Donc, et ils sont généralement gonocoriques, donc il y a le mâle et la femelle avec le dimorphisme sexuel souvent accentué. Donc, la fécondation va se faire par un accouplement. Donc, vous avez l'accouplement. Donc, ils vont s'accoupler. Évidemment, si ils s'accouplent, on va avoir une fécondation interne. Donc, l'accollement ou l'accouplement entre les deux, c'est ce qu'on appelle. Donc, lors de cet accouplement, le mâle va introduire ses spicules dans l'orifice de la femelle et déverser son sperme dans le conduit vaginal. Donc, là, vous devez constater une chose que vous n'avez pas encore observée. Les spermatozoïdes chez cette espèce sont dépourvus de flagelles. Donc, le spermatozoïde, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est dépourvu de flagelles, il va se déplacer par mouvement amoeboïde, comme une amibe. Évidemment, il va gagner l'utérus, puis les oviducts, où s'effectuera la fécondation. Le fécondé, bien sûr, comme chez tous les animaux, s'entoure d'une membrane empêchant l'entrée des autres spermatozoïdes. Et au moment de la fécondation, les gamètes sont au stade d'ovocyte du premier ordre et c'est la pénétration du spermatozoïde qui déclenche les mitoses de maturation. Évidemment, en termes de la division, les 2 gamètes vont fusionner, formant l'œuf qui est gardé dans le tissu maternel jusqu'au stade larvaire. Concernant l'écologie des nématelminthes, donc nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la forme libre et la forme parasite. Pour les formes libres, elles représentent la moitié des nématodes. Les nématodes libres sont saprophages. Donc l'explication vient après. Ça veut dire qu'elles se nourrissent de matière organique. Cette matière organique peut être végétale ou animale
ou alors c'est de la matière en décomposition. On les rencontre dans la plupart des habitats. Vous avez l'eau douce, l'eau de mer, le sol, la mousse, la matière organique ou en décomposition. Concernant les formes parasites, donc nous avons deux types de formes de parasites. Vous avez les parasites de végétaux qu'on appelle les phytoparasites. Évidemment, vous avez les parasites des animaux qu'on va appeler zooparasites. Qu'est-ce qu'ils font ces parasites au niveau des végétaux? Alors ce sont de véritables destructeurs des végétaux cultivés dans les champs de culture. Ils causent beaucoup de dégâts aux agriculteurs. Pourquoi? Parce que ces nématodes, ils se nourrissent en suçant les racines, les feuilles, les fruits, les grains. Ils provoquent l'interruption de la croissance. Donc automatiquement, si elles sucent au niveau des racines, elles vont empêcher la plante de croître. Et ils peuvent causer une castration, ça veut dire une suppression de fruits et de graines. Elle entraîne l'apparition de galles. Qu'est-ce que c'est les galles? Ce sont des kystes sur les tiges ou sur les racines. Donc vous avez une illustration ici. Donc c'est un champ d'aubergines et vraiment vous voyez les dégâts qui sont causés par les nématodes au niveau des champs. Donc vous voyez que les feuilles sont fanées, le fruit, les aubergines aussi. Vous avez plusieurs photos ici qui montrent les dégâts causés par les nématodes au niveau des cultures. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle la gale sur les racines, d'accord, comme je viens de vous dire. Donc, ils sont de véritables destructeurs redoutables des végétaux. Quant aux animaux, donc les parasites d'animaux, nous avons le zoo qu'on appelle le zooparasite. Les zooparasites se nourrissent de sang, de la muqueuse intestinale ou du bol alimentaire de l'hôte. Vous savez maintenant qu'est-ce que ça veut dire l'hôte. Et l'hôte, il peut être un invertébré comme il peut être invertébré. Donc, les nématodes, ils colonisent tous les animaux. Donc, on va choisir deux types de cycles et deux types d'espèces. On va voir le cycle de développement. Le premier cycle qu'on va choisir, il est sans stade libre et sans migration. On va voir ce que ça veut dire sans stade libre et sans migration. Pour l'étude de cet exemple, on a choisi l'Enterobius vermicularis, c'est ce qu'on appelle les oxyures, ce sont des parasites de l'homme, ce sont les petits vers qui se trouvent beaucoup chez les enfants et qui causent des douleurs au niveau de l'abdomen et l'enfant il se gratte et il empêche aussi de dormir. On va voir pourquoi on a un stade libre sans migration. Donc, ce sont des parasites bien sûr monoxènes, ça veut dire un seul hôte. Donc, voilà, c'est le cycle complet de l'oxyure. Donc, les vers ou les petits nématodes qui vivent dans l'intestin, donc, ils rejettent leurs œufs avec les fécès. Donc, fécès, ça peut être les selles, les déchets, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Donc, les femelles sexuellement mûres pondent leurs œufs à la marge de l'anus de l'hôte. Alors, j'explique. Alors, normalement, comme il y a le mâle et la femelle, ils vivent au niveau de l'intestin de l'hôte. Donc, après l'accouplement, donc c'est une fécondation interne, donc la femelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre au niveau de l'anus pour pondre les œufs. Vous allez me dire pourquoi elle ne les pond pas à l'intérieur. C'est problème de température. Donc, pour pondre les œufs, la femelle, elle cherche une température adéquate pour la survie de ses œufs. Évidemment, les œufs se développent à une température inférieure à 30 degrés et ce sont des conditions qui sont bien réalisées au bord de l'anus. Donc, au moment de la ponte, elle va donner les pontes, mais à ce moment-là, dès que ces œufs contiennent un embryon, ils deviennent infestantes. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit chez un enfant quand la femelle commence à pondre ses œufs au niveau de l'anus? Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se gratter l'anus parce qu'il cause des démangeaisons. Il se gratte avec son drap, avec son slip, même avec sa main. Et elle va encore toucher, soit il va sucer son pouce ou alors mettre sa main sur sa bouche. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, l'individu peut se contaminer de deux façons. Soit en ingérant les œufs embryonnés avec des aliments, soit par l'auto-infestation. Alors,
Retournons à le cas de l'enfant qui s'est gratté, puis il a mis son pouce dans sa bouche. Donc, c'est ce qu'on appelle auto-infestation. Ça veut dire qu'il s'est lui-même contaminé en prenant la main de l'anus vers sa bouche. Par exemple, le matin, il y a sa maman qui vient pour lui changer des couches ou les draps. Et une fois qu'elle termine, il ne se lave pas les mains et elle commence à manger. Ou alors il va toucher le pain, il va toucher les aliments et il les mange. Donc elle va se contaminer par les œufs embryonnés qu'elle a elle-même déposés sur sa main. Donc on a deux types d'infestation, soit l'auto-infestation, donc par l'hôte lui-même, soit que quelqu'un d'autre s'est infesté par manque d'hygiène. Donc une fois les œufs sont avalés, d'accord, elles vont passer évidemment dans l'intestin, donc les œufs éclosent dans l'intestin grêle, où les vers subissent leur première mue. Donc au niveau de l'intestin, nous avons la première mue. Les vers adultes gagnent le gros intestin. Le gros intestin, évidemment, au niveau du gros intestin, donc ils vont grandir, se reproduire, et bien sûr, il va y avoir la fécondation, et la femelle va descendre au niveau de l'anus pour pondre ses œufs. Vous constatez ici qu'il y a ingestion, inhalation. Alors, je vais vous montrer un schéma et je vais continuer à vous expliquer. L'ingestion, c'est quand on avale par la bouche. L'inhalation, c'est quand on respire par le nez. Vous allez me dire comment ça se fait qu'on va inhaler les œufs. Alors, je tiens à vous rappeler que les œufs, lorsqu'ils se trouvent dans un milieu, elles peuvent se volatiliser. Donc, elles sont volatiles. Par conséquent, ils vont se trouver au niveau de l'atmosphère d'une chambre. Et si la personne respire, inhale, il va inhaler les œufs et bien sûr, ils vont passer à travers le nez, ils vont passer au niveau de l'œsophage et continuer leur vie. Donc, la contamination peut se faire soit par ingestion, soit par inhalation. Maintenant, on va passer à notre cycle sans stade libre avec migration. Je rappelle que pour les oxyures, c'était stade libre sans migration. On va voir la différence. Alors, on va prendre comme exemple un zooparasite monoxène. Monoxène, ça veut dire un seul hôte, donc pas d'hôte intermédiaire. On va prendre l'exemple de l'Ascaris lambricoides, parasite de l'homme. Donc, c'est un grand ver par rapport aux oxyures. Les oxyures sont très, très minuscules, mais l'Ascaris, il est très grand. Évidemment, on ne trouve pas un seul Ascaris dans l'intestin, mais on trouve une multitude de vers dans l'intestin. On va voir le cycle. Donc, l'homme se contamine en avalant des œufs embryonnés mûrs dans les aliments souillés. Donc, la contamination se fait de la même manière que pour les oxyures. Ça veut dire, on sort des toilettes, on ne se lave pas les mains, on touche les aliments, on touche et on les mange. Donc, la contamination se fait directement par la bouche. Donc, les larves, ils vont éclore dans l'intestin. Donc, voilà, les œufs sont avalés. Elles vont passer dans l'œsophage, dans l'estomac. D'accord? Donc, elles gagnent, donc ils vont éclore dans l'intestin. Elles traversent la muqueuse intestinale. Donc, on va suivre le 1. Donc, ingestion, œsophage, estomac. Elles vont passer, il va y avoir l'éclosion au niveau de l'intestin. Qu'est-ce qui se passe quand ils se trouvent au niveau de l'intestin? Elles vont rester quelques jours, puis ils vont passer par la circulation sanguine au niveau des poumons, où ils vont poursuivre leur développement, puis dans les bronches, ensuite dans la trachée, et vont regagner l'œsophage et redescendre au niveau de l'estomac et regagner l'intestin, où ils vont continuer leur développement et ils vont se reproduire. Évidemment, lors de la reproduction, la femelle va pondre les œufs et ces œufs-là vont être rejetés avec les fesses et ils vont achever leur développement. Les fesses, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les selles ou alors ce sont les déchets rejetés par l'anus. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi on a appelé ce cycle-là stade libre
avec migration. Et pour les oxyures, on avait dit stade libre sans migration. Je rappelle que pour les oxyures, vous vous rappelez, c'était avalé au niveau de l'œsophage ou par inhalation et elles vont directement au niveau du tube digestif, puis ils vont être excrétés avec les fesses. Je parle des œufs. Par contre, ici, donc, les œufs sont avalés, ils passent à l'estomac, ils vont par la circulation sanguine vers les poumons, puis regagner le tube digestif. Ça veut dire que là, les espèces, les œufs, ils ont migré de l'appareil digestif vers l'appareil respiratoire. Donc là, c'est une migration entre les deux appareils. C'est la raison pour laquelle on avait dit que pour les oxyures, stade libre sans migration, mais dans le cas de l'ascaris, c'est le stade libre avec migration.